Toi qui me ressembles, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressembles, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures qu'on tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt ce seront des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Toi qui me ressembles, c'est un espace de cheminement, à la fois ensemble et dans l'intimité de notre être. Je te souhaite, toi qui me ressembles, d'en sortir inspiré, grandi, touché et nourri. Que ces partages intimes et sans détour t'aident à trouver tes portes intérieures et à les ouvrir pour t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, souvent coach et entrepreneur, toujours en cheminement vers qui je suis au-delà des étiquettes, des rôles et des masques. En ligne, sur mes différents sites, je partage mon approche d'un accompagnement authentique et inspirant, le coaching de l'alignement au projet. Que tu cherches à vivre une vie qui te ressemble, à créer une activité alignée à tes valeurs, ou que tu sois à la recherche d'une école de coaching qui va au cœur de l'être, tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir la ou les vérités cachées de Mathilde Juin. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode. Merci beaucoup pour ton soutien. Aujourd'hui donc, je te propose le portrait intime de Mathilde Juin. Mathilde est, entre autres, la créatrice de Médite en fleurs. Elle nous dit qu'elle a redécouvert les fleurs de Bach en 2013 après un premier rendez-vous manqué avec les fleurs à ses 18 ans, dont elle nous reparlera peut-être. Découvrir son parcours m'a vraiment rappelé le mien, entre des études scientifiques, un sentiment de passer à côté de quelque chose qui nous appelle, et cette découverte passionnante du monde de l'exploration intérieure que Mathilde a abordée sous l'angle de la psychanalyse, puis de diverses approches thérapeutiques. De mon côté, j'ai rencontré Mathilde en 2016 lorsqu'elle faisait, comme moi à ce moment-là, ses débuts dans l'entrepreneuriat en ligne et qu'elle vivait cette révélation. Je peux tout demander, le confort, la qualité de vie, la passion et l'abondance. Les partages de Mathilde m'ont toujours beaucoup parlé. Il y a la place des fleurs, il y a de la douceur, de la féminité, il y a la danse qui s'invite aussi. Et je ressens vraiment chez elle cette sagesse et cette profondeur. Pour moi, Mathilde incarne pleinement sa mission qu'elle décrit comme ceci: vous guider depuis mon essence d'enseignante guérisseuse avec joie, passion, profondeur et simplicité. J'ai adoré préparer ce portrait et redécouvrir toutes les facettes et toutes les propositions de Mathilde qui résonnent énormément en moi. Bonjour Mathilde. Bonjour Mylène et merci beaucoup pour tes mots, ça m'a beaucoup touchée de t'entendre les partager. C'est vrai, c'est une toute petite parenthèse, mais c'est très intéressant d'ailleurs comme exercice d'entendre les autres, voir les mots qu'ils trouvent en fait pour parler de nous. Alors voilà, je vais retourner un petit peu l'exercice. Comment de ton côté, est-ce que tu te présenterais à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Eh ben, aujourd'hui, je dirais que je suis une femme et que je suis fille d'Aphrodite. Ça, c'est une dimension très centrale et importante de mon être. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en dire un petit peu plus tout à l'heure. Et que mon chemin de vie, c'est celui de la thérapie. Je suis thérapeute et ma grande joie, mon grand bonheur, ce qui me fait me sentir utile, vivante et vibrante, c'est de guider les femmes en particulier vers les profondeurs de leur être. Et c'est quelque chose que je fais depuis 2008, d'abord avec la psychanalyse, comme tu l'as dit, et puis ensuite en me tournant vers des approches plus subtiles et plus connectées au vivant, et notamment en découvrant la médecine des fleurs.
Et du coup, alors, j'ai adoré Fille d'Aphrodite et c'est vrai qu'on en reparlera. Je l'ai pas trop abordé dans mon introduction et c'est quelque chose aussi qui résonne énormément. Alors là, du coup, c'est un petit peu, voilà, qui tu es aujourd'hui, mais j'imagine, et je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les personnes qui écoutent ce podcast, que tu n'as pas toujours voulu ou su assumer ces parties de toi, que tu n'as pas toujours su que ça allait devenir ta voix. Je l'ai rapidement abordé, un rendez-vous manqué, par exemple, avec les fleurs, mais sûrement tout un tas d'autres virages dans cette vie. Qu'est-ce que tu voulais faire, par exemple, toi, quand tu étais enfant? Bonne question. Alors ça a beaucoup changé parce que j'étais une enfant assez passionnée avec une grande envie d'apprendre. Mais ce qui était assez constant, c'est que c'était toujours double. Toute petite à la maternelle par une grande passion pour l'Égypte et je voulais être égyptologue informaticienne. Voilà, ça m'a duré un long moment. Toujours deux métiers très, on va dire, complémentaires et très différents. Puis après, je voulais être préfète chorégraphe. Donc ça m'a complètement passé. Hein. Mais je sais pas pourquoi. Mais il y il y a avait la danse vraiment... quand même. Il y avait la danse, mais le côté préfète, bon, autant te dire que ça m'a bien passé. Mhm. Pendant un moment, j'ai été psychanalyste ingénieur, justement. Donc j'ai été fidèle à ces deux pôles, on va dire cerveau gauche, cerveau droit. Voilà, donc il y avait vraiment la vraie passion, oui, c'est ça. Petite, c'était l'Égypte, parce que je me sentais profondément connectée à cette période de l'histoire, à cette civilisation. J'avais inventé une machine à remonter le temps dans un carton dans lequel je m'enfermais et puis je voyageais en Égypte. Voilà, donc ça c'était vraiment mon quotidien d'enfant avec beaucoup de lecture et une grande imagination. C'est beau parce que comme tu dis, un peu dans ces deux facettes à chaque fois, ces deux pôles de ces métiers un peu imaginaires, ou en tout cas qu'on peut probablement articuler, il y a vraiment, comme tu dis, cette notion de cerveau gauche, cerveau droit. Et de mon côté, je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, je fais un grand bond en avant pour parler d'aujourd'hui, mais je trouve qu'on retrouve un petit peu ces deux facettes. En tout cas, moi, c'est ce que je vis au quotidien, entre d'un côté cette exploration intérieure et puis de l'autre cette transmission, notamment par la voie de en ligne, qui demande effectivement ce côté très analytique aussi, un peu statistique, un peu voilà. Je sais pas si tu t'en Complètement. nourris dans ces deux pôles. Oui, absolument. Moi, je sens vraiment qu'une de mes missions, c'est de réussir à articuler les contraires. Donc, comme tu dis, dans nos métiers, il y a cette nécessité d'introspection et aussi la nécessité d'aller dans le monde. Donc, il y a ces mouvements que moi, j'arrive pas à vivre simultanément. Hein. Il y a des phases de contraction, de retour vers moi et des phases de restitution dans le monde. Donc, c'est une espèce de respiration. Et pour moi, c'est vraiment ça, mon défi, réussir à articuler ces contraires dans la respiration, dans le j'inspire et le j'expire. Donc ça, c'est ouais, tout à fait. Et il y a une autre opposition constructive que je nourris beaucoup, c'est entre la structure et la spontanéité. Ça revient à peu près au même, hein. Mais la nécessité de programmer, de prévoir des choses, de leur donner une forme viable. Moi, je suis enseignante, donc c'est hyper important pour moi de proposer des enseignements structurés parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à intégrer. Et en même temps, c'est aussi super important de laisser de la place à la spontanéité, à ce qui vient, à ce qui vient dans l'instant, pour pas faire quelque chose de rigide et de figé. Donc cette notion de respiration, elle est vraiment extrêmement centrale et importante pour moi. On reparlera, oui, de tes activités parce qu'il y a aussi cette déesse du web que j'ai vue avec vraiment cette notion d'entrepreneuriat aligné où là, je trouve à titre personnel qu'on est vraiment pleinement, comme tu dis, dans ce mouvement. Alors, moi, je le décris souvent intérieur, extérieur, un peu féminin, masculin, mais toujours, je trouve cet équilibre effectivement à avoir. Et c'est très intéressant et je sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent sont souvent dans cette démarche aussi de vente de prestations, notamment, voire en ligne, et donc intéressées par ces thèmes-là. On fera une petite parenthèse dessus tout à l'heure. Du coup, je reviens à cette enfance avec voilà ces deux pôles qui se manifestent.
Et donc, entre ce moment, cette enfance avec ses rêves qui sont là et ce moment d'aujourd'hui dont on a parlé avec ces deux pôles, est-ce qu'il y a eu un moment précis où dans ta vie, un moment révélation, un moment déclic, où tu t'es dit, maintenant je vais faire ça, je vais devenir cette enseignante guérisseuse. Voilà. Quel est ce point en fait de bascule? Le point de bascule, c'est le moment où je terminais mes études d'ingénieur. Euh, donc en fait, j'ai suivi des études scientifiques parce qu'on m'a dit bah c'est bien, va par là. Et comme je savais pas trop, j'étais encore fort jeune, tu vois de quoi je parle. Je savais pas trop dans quelle direction aller. Je sentais bien que c'était pas tout à fait par là. Mais ma foi, les sciences, la physique, c'était quelque chose qui me mettait plutôt en joie, en tout cas dans mes études, de comprendre les mécanismes sous-jacents du monde qui m'entourait. C'était quelque chose qui me convenait. Et au moment de clôturer mes études, donc j'ai mis un pied dans l'entreprise avec un stage de fin d'études. Et j'ai vu que là, par contre, ça allait pas du tout le faire. Parce qu'autant la discipline me plaisait, mais son application dans le monde du travail ne m'a pas fait palpiter, on va dire. En plus, j'avais choisi une branche très masculine. Je travaillais dans la physique appliquée au bâtiment. Donc, tout de suite, je me suis retrouvée propulsée dans des réunions de chantier, dans des ambiances très, très yang, on va dire, où le féminin n'était pas très respecté, honoré, voilà. Et puis surtout, j'ai senti beaucoup d'ennui parce que autant dans mes études, c'était très varié, mais là, je voyais bien qu'on allait me demander toujours la même chose, toujours les mêmes calculs. Déjà en 6 mois, j'avais eu le temps de m'ennuyer. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas par là. Et il se trouve que dans le même temps, c'est une période où j'ai vécu une rupture amoureuse vraiment très douloureuse, qui m'a fait connecter certainement pour la première fois de ma vie les abîmes de la dépression. Je mangeais plus, je me sentais vraiment éteinte. Il y avait quelque chose en moi qui était profondément blessé. Et ma réaction, ça n'a pas duré très longtemps de rester à cet endroit-là. Ma réaction, ça a été de demander de l'aide. Ça faisait très longtemps que j'étais attirée par la psychanalyse, dont j'avais entendu parler en cours de philo. En terminale, et ça me plaisait beaucoup cette idée d'aller explorer les profondeurs de l'être. Enfin, il y a quelque chose qui m'avait vraiment appelée. Et là, je me suis dit bah tiens, c'est l'occasion. Je vais là, j'ai de la matière, je vais pas bien, donc allons-y. Et à cette période, j'ai donc commencé une psychanalyse en même temps que je commençais ce stage. Et très rapidement, au bout de quelques mois, je me suis dit voilà, là, ça, je me vois bien faire ça tous les jours. Parce que là, ça me passionne, je suis en train de me transformer, je suis en train d'allumer la lumière à l'intérieur de moi. Ça me plaît de le faire pour moi et j'ai envie d'avoir ce rôle-là dans le monde, le rôle de celle qui tient la lanterne, le rôle de celle qui guide, voilà, le rôle de celle qui aide à décoder les messages cachés de notre être profond. Donc ça a été un appel très très clair. J'avais 24 ans et la question qui s'est posée, et là où il y a eu le vrai choix, c'était que c'était une formation extrêmement coûteuse. La psychanalyse s'enseigne dans des écoles privées et j'ai été embauchée suite à mon stage et je me suis dit mais qu'est-ce que je fais de ce premier salaire? Est-ce que enfin profite de chouette appart, ou j'ai enfin l'argent pour voyager, pour voilà, c'est ce que je voulais être autonome, ou est-ce que je continue à vivre comme j'ai toujours fait jusqu'à présent, comme une étudiante, et ces revenus-là, je l'investis pour moi, pour cette formation à la psychanalyse. Et j'ai pas réfléchi très longtemps, et j'ai choisi la deuxième option, et j'ai vraiment senti que c'était un carrefour où j'avais le choix entre être et avoir. Très clairement. Avoir voilà une vie matérielle de jeune cadre sup, voilà, et tous les attributs qui vont avec, la voiture, l'appart, les voyages, etc., les week-ends en Europe, etc., ou nourrir mon être. Et je suis très heureuse d'avoir pris cette décision, même si ça n'a pas été facile, parce que si j'avais pas pris cette bifurcation à ce moment-là, j'aurais dû la prendre de toute façon plus tard. Et je pense que ça aurait été entre-temps beaucoup de souffrance. Voilà, de souffrance parce que c'est très souffrant pour moi de pas être au bon endroit.
D'accord, donc jeune, alors à 24 ans, dès finalement l'entrée dans le monde du travail, tu as cet événement qui arrive, qui t'amène à te rendre compte. Alors, j'ai beaucoup aimé cette expression, comme si une lumière s'allumait en toi et que tu avais envie de suivre vraiment cet appel-là. Donc ça a été le début du travail intérieur déjà. Et du coup, j'imagine que tu as continué ton travail d'ingénieur en parallèle. Oui, il fallait financer les études. Voilà. Et donc la bascule, mais est-ce que dès le début de tes études, tu avais en toi cette idée de tenir la lanterne, comme tu disais, également pour les autres, ou c'était vraiment simplement un travail intérieur que tu voulais entreprendre à ce moment-là? Au tout début, c'était vraiment un travail, c'était vraiment pour moi, pour aller mieux, pour remonter la pente. Mais la dimension professionnelle est arrivée très très vite au bout de quelques mois. Au bout de quelques mois, c'était vraiment clair. Et puis c'était quelque chose qui était qui était là depuis très très longtemps, de toute façon. Et du coup, je me dis par rapport aux personnes qui nous écoutent, tu vois, pour moi, ces points de bascule-là, quand on se retrouve face à ces deux choix, alors nos choix ne font pas tout dans notre vie, mais pour autant, on voit bien qu'ensuite, il y a un enchaînement de choses qui se mettent en place. Et donc, quand tu as été face à ces deux choix, se dire, voilà, j'ai mon salaire, je peux soit l'utiliser pour faire à peu près comme tout le monde et suivre en gros le chemin que la société trace pour nous, soit l'utiliser pour nourrir mon être. Est-ce que à ce moment-là, tu te souviens ce qui pour toi fait la différence et ce qui t'aide à prendre cette décision et suivre cet appel du cœur, en fait, cet appel de l'intérieur? Ce qui m'aide, c'est de pas écouter l'avis des autres et de même pas leur demander, en fait. De vraiment garder ça, le laisser mûrir à l'intérieur de moi et voilà. De toute façon, moi, c'était très clair. C'était une époque où j'écoutais énormément mes rêves, évidemment avec la psychanalyse, et c'était tellement, mais tellement clair. En fait, c'est comme si j'avais pas de marge de négociation avec mon âme. Je savais qu'il n'y avait pas le choix. Et en fait, c'était même plus que ça, c'est que si et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de ressentir ça. Je reconnais les symptômes maintenant. C'est vraiment une voix qui vient de l'intérieur de moi et qui me dit si tu ne vas pas par là, tu te trahis. Tu peux choisir de pas y aller, mais sache que tu te trahis profondément. Euh, voilà, donc oui, c'est surtout ça, c'est garder ça à l'intérieur de moi et pas demander l'avis des autres parce que de toute façon, je savais que pour le reste du monde, c'était pas raisonnable de faire ce choix, alors que je venais juste d'être diplômée. Donc je savais très bien les retours que j'allais avoir et c'était vraiment rester au contact de mon être profond. Ok, super. Est-ce que tu pourrais maintenant nous partager ce qui te fait dans la vie, donc là en général, cette époque-là ou peut-être aujourd'hui ce que tu vis et qui t'a vraiment amené à aller à la rencontre de ça, mais ce qui te fait aujourd'hui profondément vibrer, les moments, les valeurs, les qualités, voilà. Qu'est-ce qui est vibrant? Oui. Alors moi, ce qui est extrêmement vibrant, qui pourrait me faire pleurer à chaque fois, c'est quand j'accompagne des femmes d'une façon ou d'une autre et que je les vois se transformer et se déployer. Ça, je crois que je pourrais me nourrir que de ça. Et c'est pour ça que je me suis tellement épanouie en tant que psychanalyste, même si aujourd'hui c'est une période de ma vie qui est terminée. J'ai fermé mon cabinet pour plein de raisons. Mais c'était tellement beau de semaine en semaine de voir les femmes et les hommes, parce que je recevais aussi quelques hommes, s'expanser, se déployer, se retrouver, se reconnecter à eux. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui me nourrit profondément et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, c'est la transformation. Guider, impulser et accompagner la transformation chez l'autre, voir la chrysalide se transformer en papillon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux pour moi. Une autre chose qui me fait vibrer profondément, c'est la nature. Passer du temps dans la nature et me
me relier à la dimension subtile de la nature, vraiment pouvoir communiquer avec le règne végétal. C'est vraiment là que j'ai un lien privilégié avec le règne végétal, les fleurs bien sûr, les arbres, la forêt et le petit peuple de la nature. Quand je suis dans ces espaces-là de méditation où je commence à sentir les esprits de la nature, ces présences invisibles, ça c'est quelque chose qui me nourrit vraiment profondément. Autre chose, la danse et la musique. La danse, alors ça c'est vraiment quelque chose qui me met momentanément à la joie et à la part de moi la plus vivante, la plus joueuse, espiègle. Voilà, ça c'est mon grand raccourci pour retrouver la joie et le chant et la musique. C'est à peu près les mêmes chemins, si ce n'est que le chant va encore plus me connecter au plan supérieur et au divin. Surtout les chants de médecine et les chants sacrés que j'affectionne particulièrement. Ok, donc dans ce qui te fait profondément vibrer, donc voir assister au déploiement des autres, la nature et notamment ses dimensions subtiles, et la danse, la musique et le chant. Oui, et bien sûr, une voix très importante pour moi aussi, c'est la voix d'Aphrodite, et dans laquelle il y a le chant, la danse, il y a tous les arts, mais la sexualité aussi, qui pour moi a été et est toujours une porte d'éveil, d'expansion, de connexion au divin et de connexion amoureuse, extrêmement puissante et centrale dans ma vie. On en reparlera effectivement dans les différentes propositions, les différentes invitations que tu as aujourd'hui de cette dimension-là. Quel serait, alors lié à cela ou pas, le moment le plus magique de ta vie? Ou les moments les plus magiques? Oh là là. Plusieurs. Il y en a beaucoup, et il y en a eu énormément ces dernières années. Là, j'étais dans un accélérateur de magie. Un moment que j'ai vraiment envie de citer parce que c'était très marqué dans le temps. C'était en 2018, une période où justement j'étais dans cette quête du réveil, du désir, où je me sentais un peu éteinte et endormie dans ma sexualité, et je cherchais un chemin pour la réhabiliter parce que je sentais que c'était une clé pour moi, une clé hyper importante. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de faire un voyage express, un voyage initiatique express d'une journée sur les terres de Marie-Madeleine à Rennes-les-Bains, dans la haute vallée de l'Aude. Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Bugarach, tout ce coin très très mystique. Et voilà, j'ai senti l'appel de participer à cette journée, et ça a été vraiment une journée extrêmement riche et transformatrice pour moi. Je suis partie le matin dans un état, je suis rentrée le soir, j'étais plus du tout la même, et c'était purement vibratoire. Sur le moment, j'ai pas pu du tout mettre de mots, mais ce qui était extrêmement fort, c'est que dans cette journée, j'étais accompagnée par d'autres femmes, dont certaines étaient allées un peu plus loin sur ce chemin de reconnexion au féminin, on va dire, qui peut prendre plusieurs visages. Moi, je l'appelle Aphrodite, mais cette journée-là, c'était plutôt Marie-Madeleine. Et notamment, j'étais en compagnie de femmes qui avaient une pratique très développée du tantra. Et j'ai pu voir à quel point ces femmes avaient un accès non sexuel, en tout cas non génital, on va dire, à la jouissance, au plaisir et à l'extase. Et le fait d'être témoin de scènes d'extase, alors que concrètement on était juste allongé, juste entre guillemets, hein, juste allongé par exemple à côté d'une source ou sur le sol d'une grotte. Pour moi, ça a été une véritable révélation, et je me suis dit, je veux ça. Je veux ce niveau d'extase et de jouissance dans ma vie. Donc ça a été vraiment un moment très, très magique, et où j'ai reçu énormément d'informations vibratoires à travers mon corps. Le mental était complètement à la ramasse, et c'était ça qui était bon. Je ne comprenais rien de ce qui se passait, et j'ai vraiment lâché prise, et je me suis dit, ok, c'est pas grave, laisse-toi faire, laisse-toi traverser
par cette par cette vague informationnelle, et puis et mon corps a bien capté de quoi il s'agissait, parce que toutes ces choses-là, j'ai pu les vivre moi dans les semaines voire les mois qui ont suivi. Ok, donc un grand moment. Mm. Donc 2018, ce moment clé, cette journée, c'est incroyable ce qui peut se passer en une journée. C'est vrai que des Ouais. fois, on a le sentiment que... Alors après, il faut des temps d'intégration, des temps de pause, Oui. des temps de repos. Toutes les journées ne peuvent pas être comme celle-là, mais Non, on peut pas vivre les doigts dans la prise. non, non plus. Mais on sent bien que des fois, il y a ces moments d'accélération, Mm. ces moments où on gravit quelque part la marche. Puis après, bien sûr, il faut que les choses se posent. Donc ça, pour toi, c'est vraiment le moment le plus magique de ta vie. En tout cas, quand je te pose cette question, c'est vraiment ce qui ressort pour toi. Il y en a eu d'autres, mais celui-là était vraiment particulièrement intense. Ouais. D'accord. Et dans cette même dynamique, la chose la plus folle que tu as faite dans ta vie, peut-être sur Mm. un coup de tête, tu as quelque Mm. chose d'un peu fou. Ce serait quoi? Alors, il y en a beaucoup parce que je suis bélier, donc les virages très radicaux et très soudains, en tout cas pour l'entour. D'un point de vue extérieur, il y en a beaucoup. Euh, donc pour mon entourage, voilà, et maintenant bon, voilà, j'ai 44 ans, donc ils sont préparés. Ils savent que du jour au lendemain, il peut y avoir des choses assez surprenantes et folles au regard des ou un regard extérieur, mais pour moi toutes ces choses elles sont pas folles. Donc je peux te citer je peux te citer plein de moments, mais qui pour moi sont pas fous du tout. C'est juste des temps de réalignement que je sens urgents, impérieux et non négociables, comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure avec ce choix de commencer des études de psychanalyste alors que je venais tout juste d'avoir mon diplôme d'ingénieur. Mais il y en a eu d'autres, des choix de déménager, par exemple, déménager, retourner vivre en Ariège, dans les Pyrénées, un endroit où j'ai grandi et que j'avais quitté en me disant que j'y retournerais plus parce que vraiment c'était trop la campagne, c'était trop perdu. Et en 2020, après le confinement, il y a eu cette décision de non mais là je pars, je quitte la ville et je rentre chez moi dans mon pays, et mon pays c'est la forêt et c'est les montagnes, voilà. Donc des décisions, voilà, ce genre de décisions là, et puis ensuite plein de décisions folles liées à l'amour parce que je suis une amoureuse. Et le plus grand défi de ta vie? Le plus grand défi de ma vie, certainement la maternité. La Hmm. maternité, quand je suis devenue, comme beaucoup de femmes, hein, mais quand je suis devenue maman, c'était évidemment pour moi c'était une longue attente d'être maman. C'était une expérience très attendue et vraiment un moment merveilleux, ce moment où mon fils est arrivé dans ma vie, mais en même temps ça a tout renversé, et notamment cette certitude que j'allais être psychanalyste jusqu'à la fin de ma vie parce que c'était mon métier de cœur. Euh, j'ai vu qu'en fait, ce besoin de mes patients, de coucouner, de tenir la main de mes patients, une fois que mon fils a été là, c'est devenu un peu obsolète. Et je me dis bon, ça y est, un enfant, j'en ai un, et il me demande vraiment beaucoup d'attention, d'énergie et d'amour. Et donc ça m'a amené à revoir complètement ma façon de travailler. Ça a remis en question cette part-là que je pensais vraiment réglée. Je pensais avoir pris la bifurcation quand il fallait la prendre et que ça allait être mon métier jusqu'à la fin de ma vie. Donc ça a été pas mal bousculant à ce niveau-là, et j'ai dû réinventer quelque chose parce qu'en même temps je voulais être là pour lui, mais je sentais que j'avais du mal à être présente avec mes patients. Je me sentais moins disponible et je ne me voyais pas non plus cesser de travailler parce que pour moi c'est vraiment extrêmement important de me réaliser. Je sens que je suis venue pour me réaliser, notamment professionnellement, pour prendre ma place dans le monde. Et donc, il a fallu inventer une nouvelle façon de faire. Et c'est justement de créer une activité en ligne qui a répondu à ce besoin. Mais c'est pas arrivé tout de suite, la réponse. J'ai eu mon fils en 2013 et j'ai commencé mon activité en ligne en 2016. Donc, il y a eu 3 ans de recherche intense et de tension de comment je vais justement pouvoir articuler ces forces qui sont tellement présente en moi et qui semble ne pas pouvoir se rencontrer, c'est-à-dire la mère extrêmement attentive, maternante, j'allaitais mon fils longtemps, enfin voilà, j'étais très proche de lui, et cette femme qui a besoin de se réaliser dans le monde.
comment est-ce que je vais pouvoir articuler ça? Donc ça, c'était vraiment un gros défi pour moi qui est arrivé au moment de la maternité. Voilà, je pense que c'était le plus gros. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir à ce moment-là, dans cette phase un peu où l'équilibre, tu as senti, a été bousculé, quelque chose que tu aurais aimé savoir à ce moment-là pour t'aider justement à traverser, à retrouver tes marques, voilà, à traverser ce moment de chahut, on pourrait dire. Je sais pas pourquoi le mot chahut. C'est-à-dire que j'aurais aimé, je le savais, mais je n'arrivais pas à l'intégrer. Je savais que mon fils allait devenir autonome à un moment donné, qu'il allait pas rester accroché à moi toute sa vie. Mais ça me semblait très long, cette phase. Et en même temps, c'était aussi délicieux d'avoir ce contact tellement proche, mère-fils. Et j'aurais aimé pouvoir intégrer et réaliser que cette phase n'allait pas durer 10 ans, qu'elle allait durer, 3-4 ans. Mais en même temps, ça a été aussi, parce que j'étais pressée de trouver une résolution à ça, et ça a aussi été un moteur pour me faire trouver une solution rapidement. Donc, en même temps, j'ai envie de dire non, c'était bien comme ça. Finalement, on a besoin de les intégrer, les leçons, en vivant les expériences. Et finalement, si on disait toujours avant ce qu'il allait se passer après, oui, et puis on peut nous le dire tant qu'on l'a pas vécu, parce que moi on me l'a dit, ça durera pas, tu verras. On peut nous le dire tant qu'on l'a pas vécu, comme tu dis, tant que c'est pas intégré dans chacune de nos cellules et dans l'expérience, c'est que c'est pas mûr. Du coup, quelles leçons tu en as apprises? Alors, la première, tu l'as un peu évoquée, c'est l'idée que il n'en sera pas toujours ainsi, que les choses changent, que les choses évoluent. Autre leçon, du coup, que tu retiens de ce moment-là? J'ai compris à ce moment-là que la constante de ma vie, c'était l'impermanence. Voilà. Et que, alors je pense que c'est plus ou moins vrai, mais je le sens très vrai pour moi, le fait d'accepter que ma vie allait être en mouvement, notamment ma vie professionnelle, qu'il n'y avait pas une voie qui était toute tracée et pour toujours, et que oui, j'étais dans la bonne direction, celle de la transformation, de la thérapie, ce rôle de guide, d'enseignante, mais que au cours de ma vie, ça allait évoluer en continu, ce qui n'était plus là. Simplement, et que la meilleure idée, c'était de suivre le flot, de dérouler le fil de ce qui me faisait vibrer, que c'était ça, en fait, le meilleur guide pour prendre ma place dans le monde. Ok. On a parlé un petit peu d'émotions à plusieurs reprises, mais pour toi, quelle est l'émotion la plus difficile et quelle est ta plus belle réponse à cette émotion? Alors pour moi, c'est très difficile, hein. Bon, un peu moins, mais ça reste quand même assez difficile de contacter la colère. Il y a quelque chose en moi il y a quelque chose en moi de très doux, qui veut pas heurter, qui arrondit les angles, etc. Sauf que parfois la colère, la saine colère, elle est vraiment nécessaire pour poser des limites, défendre mon territoire. Et voilà, c'est une émotion qui est que j'ai envie d'accueillir dans ma vie, mais c'est quand même un vrai défi. C'est un vrai défi et il me faut beaucoup d'auto-coaching quand c'est le moment. Là, je me dis bon, là Mathilde, vraiment, là c'est le moment où tu peux sortir la colère parce que là il faut cadrer, c'est pas possible. Et voilà, donc ça c'est un vrai défi. De t'autoriser, du coup, la colère, tu veux dire? De m'autoriser la colère et de sentir que de la distinguer de toutes ces dérives qui sont la violence, l'agressivité, et de vraiment garder que ce noyau brut, pur et fulgurant de colère avec la voix bien installée, le non ferme et entendable. Ah, c'est beau cette expression, garder le noyau brut et fulgurant de la colère et puis la distinguer de ses dérives. C'est vrai qu'on la voit souvent comme un péché, comme un poison dans les différentes sagesses, les différentes religions. C'est vraiment quelque chose. Et j'aime bien cette idée, voilà, de distinguer parce que c'est aussi un énorme mouvement, la colère. C'est un élan incroyable. Hein. C'est vraiment une source aussi d'énergie et effectivement, on peut garder cette colère pour la mettre au service de sa souveraineté. Tu parlais aussi de cette notion de souveraineté de présentation. Oui. Okay. Alors maintenant, j'aimerais, pour terminer, qu'on parle
tu nous dises, toi, quelques mots du monde nouveau. On parle souvent d'un monde nouveau. On est toutes, à apporter notre contribution de notre mieux. Donc, comme tu disais, tenir un peu cette lanterne pour nous-mêmes, bien sûr, pour les autres, pour celles et ceux en qui ça résonne. Pour toi, le monde nouveau, il ressemble à quoi? Alors, ça c'est très clair pour moi. Le monde nouveau, je le vois sous mes yeux de façon très concrète. Je vois plein d'humains sensibles au vivant. Ça, c'est vraiment la clé pour moi. Vraiment une sensibilité au vivant, un respect de la nature et comprendre que l'homme n'est pas extérieur à la nature, mais qu'il fait partie de la nature. Et ça, vraiment, je l'observe parmi tous ceux qui œuvrent, je sais pas moi, à faire de la permaculture, par exemple, à créer des écoles alternatives qui respectent le rythme de l'enfant. Il est aussi pour moi le nouveau monde dans les relations homme-femme, avec une connexion supérieure où on se rend compte que de la complémentarité de ces deux polarités. Voilà, il ressemble à ça pour moi, le monde nouveau. Pour résumer et faire clair, je dirais un monde où l'humain est sensible au vivant. Ouais, sensible, connecté, du coup, vraiment, tu veux dire, il reprend sa place de je fais partie de... Voilà, sensible, connecté, respectueux, en accord avec les lois du vivant. Ok. Et du coup, pour terminer, dans ton activité, comment est-ce que tu contribues, du coup, à l'émergence de ce monde nouveau? Parce qu'on a évoqué différentes facettes de tes propositions. Est-ce que tu peux nous... Oui. Eh bien, donc moi, j'œuvre beaucoup avec la médecine des fleurs, qui est pour moi une médecine vivante, une médecine du vivant qui respecte tous les organismes vivants. Et donc ma façon professionnelle de contribuer à ce nouveau monde, c'est déjà de transmettre cette façon-là de prendre soin de soi, de nos émotions, mais aussi de notre corps et de nos corps les plus subtils. Et d'aider les femmes thérapeutes à inclure cette forme de médecine dans leurs accompagnements et les aider à prendre leur place. Parce que je suis persuadée, ça c'est vraiment une croyance fondatrice pour moi, que si toutes les femmes guident toutes les femmes qui ont une vibration de soins, d'accompagnantes, de guérisseuses, de thérapeutes, de prêtresses, peu importe le nom qu'on donne, de guide, on va dire au sens large, si toutes ces femmes-là acceptaient de prendre leur place, le monde irait mieux. Donc, ma contribution, c'est de tendre la main à ces femmes-là, qui sont parfois entre deux, qui ont commencé une activité de thérapeute, mais qui sont pas complètement engagées, ou dont l'activité ne décolle pas. C'est de soutenir ces femmes-là et de leur dire que leur rôle, c'est d'être elles-mêmes. Et c'est qu'en étant elles-mêmes, en vibrant leur essence, qu'elles vont pouvoir guider les autres. Donc moi, je suis là en soutien avec la médecine des fleurs, mais qui en fait n'est qu'un prétexte à ça, à les reconnecter à leur essence et à les inviter à rayonner pleinement leur essence de femmes guérisseuses, de femmes du nouveau monde. Voilà, c'est comme ça que je contribue. Et également avec la vibration d'Aphrodite et cette voix initiatique, où là c'est un encouragement pour les femmes à mettre le désir au centre de leur vie, parce que là aussi je pense que nous sommes formatés pour nous forcer à faire des choses qui ne nous correspondent pas forcément. Et la voix d'Aphrodite, c'est vraiment la voix où la joie, le désir et le plaisir sont remis au centre et pas uniquement dans la sexualité. Donc ça, c'est aussi un message extrêmement fort que j'aime partager dans le monde. D'accord, on mettra des liens en dessous de ces propositions. Donc, j'ai reconnu Médite en fleurs, déesse du web, et puis cette vibration d'Aphrodite aussi que tu partages. Et j'aime beaucoup cette idée, oui, comme tu dis, de réapprendre à mettre vraiment le désir au centre de nos actions, au centre de notre vie.
parce qu'effectivement, on nous apprend beaucoup, on parle souvent de ces messages tyrans, on nous apprend beaucoup à faire plaisir, notamment aux autres. Et alors, ça ne veut pas dire que dans la vie, on n'a pas non plus vocation à se mettre au service des autres, mais je crois que ça commence déjà par remettre le désir, notre appel intérieur, au centre vraiment de notre vie, de nos décisions, de nos choix. Donc, je trouve ça un très beau message. Mm. Et du coup, pour terminer, ton message du cœur à celui ou celle qui nous écoute. Mon message du cœur. Écoute, j'ai envie de partager un enseignement qui est là depuis quelques années. C'est un message d'amour pour mon corps et notre corps. Vraiment une invitation à faire alliance, à sentir que le corps est dépositaire d'une sagesse qui dépasse pour moi de loin toutes les dimensions de notre être. Donc vraiment une invitation à honorer ce corps, à en prendre soin, à se mettre à son écoute et à être en position de recevoir tous les messages de sagesse qu'il a à nous transmettre. Merci infiniment Mathilde pour ce portrait, pour tes partages et pour ce magnifique message du cœur. Avec grand plaisir Mylène. Merci à toi. J'ai pris moi-même quelques notes. Merci beaucoup pour d'avoir aussi accepté de me consacrer, de nous consacrer un petit peu de ton temps. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre écoute également de ce podcast. Belle journée Mathilde. À bientôt Mylène, merci pour tout. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi, avec le hashtag « Toi qui me ressemble ». Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode, Toi qui me ressemble.